Le jugement dernier de Hans Memling. Le jugement dernier d'Hans Memling a été commandé par Angelo Tani pour l'autel de la chapelle familiale à Fiesole, près de Florence, en 1466. Le volet qui nous intéresse est le volet de droite, représentant les corps des damnés emportés dans les flammes de l'enfer par des démons tenant des armes de torture. Au Moyen Âge, le monothéisme pousse à la peur de la différence, ce qui n'était pas le cas du polythéisme pendant l'Antiquité, où les populations étaient ouvertes et n'avaient pas la peur de la différence. Il y avait des échanges entre les personnes noires et blanches qui étaient égales et ouvertes d'esprit. Les démons sont représentés par des noirs à l'aspect effrayant, car après l'arrivée du monothéisme, les gens vont se renfermer sur eux-mêmes avec la peur de l'autre, de l'inconnu et de la différence. Dans le coin supérieur gauche du volet, un ange, soufflant dans une trompette, annonce la fin des temps. L'ange est blanc comme les hommes et femmes dans les flammes, ce qui nous montre que les noirs sont représentés comme méchants, en tant que démons au service du diable. Le rapt de la négresse, par Christian van Couwenberg. Ce tableau, représentant trois hommes blancs et une femme noire, provoque d'emblée un certain malaise, car bien que sobre et épuré, il décrit clairement une scène de viol. Notre regard est d'abord attiré par un homme blanc, à moitié nu, fixant le spectateur et le rendant ainsi complice du délit. Il s'agit très probablement de l'autoportrait du peintre. Avec son bras tendu vers la droite, il nous montre la scène principale du tableau. Une femme noire se débattant sur les genoux d'un homme blanc. À l'arrière-plan, un personnage habillé se dédouane de la scène en levant les mains. Cela pourrait symboliser le désaccord du peintre avec les faits coloniaux dans les possessions hollandaises. L'artiste a voulu dénoncer non seulement le viol, mais également le racisme, ainsi que les multiples fantasmes que la femme noire suscite chez les Européens. En cette période des temps modernes, où l'esclavage est encore répandu, la nonchalance des deux hommes nus prouve bien que leurs actes resteront impunis. La mascarade nuptiale de José Conrado Rosa. La mascarade nuptiale est un tableau commandé par la reine Marie Ier du Portugal en 1788 afin d'exposer sa collection de nains noirs. Elle mettait en scène ses esclaves favoris, chargés de la divertir. Les personnages sont placés de manière pyramidale, ce qui donne un effet vitrine. Les trois personnages du haut sont habillés comme des aristocrates, ce qui pousse un peu plus loin l'absurdité. Ce tableau représente le mariage de Dona Rosa, la poupée préférée de la reine, avec Don Pedro, de 20 ans son aîné. Les quatre personnages à l'avant-plan alimentent le côté collection de personnages atypiques de la reine. L'Indien, situé à l'extrême gauche, vêtu d'une tenue traditionnelle, s'apprête à tirer une flèche dans une colombe, symbole de la virginité de la mariée. Alors que nous sommes censés assister à un mariage, donc à un moment joyeux, aucun des personnages ne sourit. Nous pouvons lire la tristesse sur leur visage. Pour la cour, ce tableau ne représente pas uniquement un mariage, mais également un carnaval. La mode au XVIIIe siècle à la cour du Portugal est de collectionner les curiosités, les nains ou les individus présentant des bizarreries. Tous sont de petite taille, à l'exception d'un enfant qui se démarque par sa dépigmentation de peau, le vitiligo. La peinture est révélatrice d'une société aux mœurs arrogantes, racistes et impérialistes. Chacun des personnages du tableau est identifié par une inscription indiquant son origine, ce qui permet de déterminer l'étendue de l'empire colonial portugais. Le radeau de la Méduse de Théodore Géricault. La Méduse est un bateau français qui était chargé avec 3 autres bateaux de reprendre la colonie du Sénégal. En 1624,
des marins fondent la Compagnie du Sénégal, compagnie française, et la Compagnie de Gambie, une compagnie anglaise. Les deux s'adonnent au trafic des esclaves noirs africains vers les Amériques. La relève est prise par des compagnies françaises qui transportaient chaque année près de 2000 prisonniers noirs vers l'Amérique pour les vendre comme esclaves. Le but ? Reprendre possession des comptoirs de la France dérobés par les Anglais. L'officier de marine Hugues du Roy de Chaumareix, directement après son départ de France en juin 1816, prendra l'initiative de distancer les 3 autres navires. Il se retrouvera seul à naviguer avec son équipage le long des côtes africaines. Chaumareix s'est trompé et n'a pas tenu compte de l'avis de ses marins. La Méduse s'échouera brutalement sur un banc de sable l'après-midi du 2 juillet. L'équipage construira un radeau avec le reste de la Méduse, mais une tempête secouera le voilier et brisera le radeau. L'abandon sera décidé. Dans cette peinture, on peut avoir l'impression que le peintre observe cette tragédie de ses propres yeux. On peut y voir des éléments sortir du cadre, personnes, morceaux du radeau, vagues. L'œuvre est composée de 2 formes pyramidales distinctes, la vague, qui peut ou non engloutir les survivants sur le radeau, et le drapeau dans le coin qui est hissé dans un dernier geste d'espoir. Cela représente 2 possibilités distinctes, sauvetage ou mort, donc un bon équilibre entre espoir et désespoir. On y voit des hommes morts, couleur grisée, des hommes noirs sénégalais qui proviennent sûrement de la colonie du Sénégal. Cela ressemble à une critique de l'esclavagisme représentée par la figure du leader noir et des survivants qui essayent d'appeler à l'aide en agitant des draps. Ce tableau s'inscrit dans la critique du commerce triangulaire qui déporta plus de 12 millions de femmes, d'hommes et d'enfants africains vers les Amériques. Ce tableau s'inscrit aussi dans l'histoire des guerres coloniales entre les colonies françaises et anglaises qui veulent s'approprier les mêmes terres africaines. Une guerre de territoire entre blancs qui ne concerne pas les noirs. Jeune noir à l'épée, par Pierre Puvis de Chavannes. Le peintre se positionne contre l'esclavagisme et rend hommage à son abolition dans les Antilles françaises en réalisant cette œuvre, qui est une ode à la liberté. En effet, ce tableau est chargé de symboles allant dans ce sens. Tout d'abord, le bonnet rouge qui rappelle le bonnet phrygien, symbole de la République. Ensuite, l'épée, qui était interdite aux esclaves. Dans cette peinture orientaliste, nous pouvons observer qu'à l'évidence, 2 modèles noirs ont posé. Le personnage présente un corps musclé d'adulte qui contraste avec son visage enfantin. Ce côté est d'ailleurs accentué par le fait qu'il tient une épée démesurée, comme il pourrait tenir un jouet. L'orientalisme est un mouvement artistique et littéraire qui se propose d'analyser l'oriental, c'est-à-dire l'autre. Cette curiosité des Européens au XVIIIe siècle souligne de manière malsaine l'attrait pour l'exotisme. L'autre devient bizarre, car déconnecté de son contexte local. L'objet observé est l'indigène, qui a le sentiment d'être transformé en objet passif. Le secret de la grandeur de l'Angleterre, de Thomas Jones Barker. Cette scène, réalisée par Thomas Jones Barker, représente la reine Victoria tendant une Bible à un Africain. Comme nous pouvons le constater, la position des 2 personnages est mise en avant afin de nous montrer qu'il y a une supériorité face à celui qui s'agenouille. Ses bijoux d'or, son turban emplumé, son étoffe rouge, tous ces détails nous donnent l'impression qu'il s'agit d'un roi d'Afrique venu rendre visite à son homologue anglaise. À l'intérieur des archives de la couronne britannique, rien ne nous donne la certitude qu'une telle rencontre ait eu lieu. C'est donc le peintre qui aurait imaginé cette scène. Celle-ci a sans doute été inspirée par une parabole publiée en 1859 pour préciser la portée spirituelle de son œuvre. Il l'a placée dans le cadre inférieur 2 passages de la Bible. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
Psaume, chapitre 119, verset 105. Et d'autre part, c'est pourquoi j'aime les commandements plus que l'or et l'or fin, issu de Psaume, chapitre 119, verset 127. Il a souhaité montrer que le christianisme rassemble l'humanité, idée acceptée à l'époque. La reine Victoria a d'ailleurs envoyé une Bible au chef des Yoruba au Nigeria afin de l'inciter à convertir son peuple. L'Européenne est donc placée au-dessus et c'est elle qui transmet le livre saint. Le tableau va donc refléter le paternalisme religieux. L'Olympia d'Édouard Manet. Dans cette œuvre, nous pouvons observer deux femmes. L'une à gauche, entièrement nue, est allongée telle une odalisque, faisant référence aux peintures orientalistes. Surnommée Olympia, comme de nombreuses prostituées du XIXe siècle, le regard franc, comme si elle fixait le spectateur, elle dérange et fera scandale à l'époque. La femme blanche porte des mules aux pieds. C'est le fait qu'elle soit couchée et nue sur un lit, à la manière d'une prostituée, qui a fait scandale à l'époque, car le nu est devenu admissible au milieu du XIXe siècle. Le regard froid et direct de la courtisane, orienté vers le spectateur. Sa main posée sur son sexe, la présence du chat noir, la lumière crue sont jugés laids et vulgaires. Acceptée au salon de 1864, Olympia y provoque un scandale retentissant. Les visiteurs s'indignent de voir une prostituée nue à qui sa domestique apporte un bouquet offert par un client. Mais celle qui nous intéresse est la femme de droite, une femme noire vêtue d'une robe claire et portant le bouquet de fleurs. Elle s'appelle Laure, et c'est un modèle vivant pour les artistes. Nous savons peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle était sûrement lingère ou couturière et habitait le 9e arrondissement de Paris. Dans les documents personnels de Manet, on peut lire « Laure, très belle maigresse, 11 rue de Vintimille à Paris ». Sa date de naissance et de mort sont inconnues. Pourtant, elle était assez célèbre en son temps, car visible dans de nombreuses œuvres. Par exemple, un portrait d'elle dans Les enfants dans les Tuileries, peint également par Manet, et Le baiser enfantin, réalisé par Jacques-Eugène Feyen. À la sortie du tableau, l'attention était focalisée sur la femme blanche et il y avait peu d'intérêt pour Laure. Le tableau est assez moderne. Laure n'a aucun trait exagéré, elle est bien peinte, donc aucun racisme a priori dans cette œuvre, mis à part le fait qu'elle est la servante d'une femme blanche, ce qui préfigure la colonisation de l'Afrique par les Européens. Masque regardant un nègre bateleur de James Ensor. James Ensor était à Ostende un artiste peintre, graveur et un anarchiste belge. Avant-gardiste, il crée des œuvres expressionnistes originales. Il utilise dans ses tableaux des masques de carnaval et des squelettes. Dans ce tableau, nous pouvons apercevoir un homme noir, en culotte et bonnet, tenant un bâton sur lequel est posé un perroquet. Derrière lui, des masques le regardent. L'homme, représenté, est bateleur, autrement dit acrobate, mais il est aussi modèle à l'Académie royale de Bruxelles, où James Ensor a fait ses études et a commencé ce tableau. Il le terminera beaucoup plus tard pour arriver au résultat connu aujourd'hui. L'œuvre représente la société qui vient se divertir et se moquer de l'hypocrisie des individus. Sont-ils en train de se moquer de lui ? Très certainement. On a très peu d'informations sur ce qui a inspiré le peintre pour la réalisation de ce tableau. Ce genre de personnage peut faire penser à Raphaël Padilla, un jeune esclave noir devenu le clown Chocolat. Star exotique du monde du spectacle français de la Belle Époque, il forme un duo avec le clown blanc Georges Foutit. Pendant leur spectacle, il recevra des coups sur le postérieur, ce qui fera beaucoup rire le public. Durant sa carrière, il subit des maltraitances et il est représenté avec une tête de singe dans des affiches publicitaires. Mais son statut de riche célébrité dérangera les Blancs. Soldat tirailleur sénégalais de Félix Vallotton.
Ce tableau représente des tirailleurs sénégalais qui se reposent assis entre des baraquements. Le gris du ciel, le sol crayeux et les chéchias rouges et bleus rappellent les couleurs du drapeau français. De plus, la peau noire des soldats contraste avec le décor clair du tableau. En 1916, le ministère de la Guerre autorise plusieurs peintres à se rendre sur le front afin d'entreprendre des tableaux d'histoire de la guerre. Vallotton reviendra 3 semaines plus tard avec son journal et son carnet de croquis. Ce tableau témoigne de l'incapacité de l'artiste à représenter ce qu'est devenue la guerre et ne montrera ainsi aucune scène d'action. Les tirailleurs sénégalais font partie des troupes d'infanterie coloniale recrutées en Afrique subsaharienne. Ce corps d'armée est créé en 1857 par un décret de Napoléon III et perdurera jusque dans les années 60. Ces tirailleurs participent à toutes les campagnes coloniales menées par la France. Ils jouent un rôle important lors des 2 guerres mondiales. La reconnaissance de la France envers ses soldats se fait attendre. Seuls quelques monuments commémoratifs rappellent leur sacrifice. À leur retour dans leur pays d'origine, ils vont demander à être indemnisés, mais leur seule récompense sera la mort.